Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Les stratégies se multiplient au Cameroun pour convaincre les électeurs à l'approche des élections municipales et législatives du 9 février. Le maire sortant de Yaoundé 2 porte les couleurs du parti au pouvoir, RDPC, et mise sur l'assainissement public. Le Bénin lance officiellement la gratuité du raccordement à l'électricité pour les petites et moyennes entreprises ou industries, PME, PMI, une mesure décidée par les autorités pour améliorer le climat des affaires dans le pays. Et quel avenir pour le service d'identification biométrique au Kenya? La haute cour du pays a décidé de suspendre temporairement ce nouveau programme jusqu'à la promulgation de lois pour prévenir la discrimination contre les minorités. Les échéances des élections municipales et législatives approchent à grands pas au Cameroun. Ces scrutins sont fixés au 9 février. Rencontre avec le maire sortant de Yaoundé 2, Yannick Aïssi Elondou. Il porte les couleurs du RDPC, le parti au pouvoir. Sa stratégie de campagne est notamment axée autour de l'assainissement public. Reportage de notre correspondante Viviane Bauken. Nul doute, la commune d'arrondissement de Yaoundé 2e est parée pour l'échéance électorale du 9 février 2020. Même si la campagne présente au moins d'engouement dans les rues, les affiches, elles, font leur campagne. Après 5 jours de lancement de la campagne, le candidat sortant à la mairie de Yaoundé 2 décline les prochaines phases de ses mobilisations. C'est-à-dire quoi, nous avons organisé les équipes mobiles de campagne de proximité, des militants et des volontaires, des sympathisants qui iront de maison en maison pour essayer de discuter, convaincre les populations, les électeurs les plus sceptiques, ceux qui doutent, ceux qui remettent en question notre vision. Nous allons également organiser des meetings de rassemblement pour créer la masse, pour démontrer justement la force de notre parti. Un parti qui est écouté, un parti qui est surtout à l'écoute de ses populations. Pour convaincre l'électorat de la commune d'arrondissement de Yaoundé 2, le maire sortant et son équipe comptent sur la force de son projet de société, lequel porte essentiellement sur l'amélioration des conditions de vie de ses populations. Son objectif est de se voir renouveler la confiance des habitants de Yaoundé 2. Il faut plus d'écoles, nous avons les problèmes de santé, on a besoin de plus de centres de santé et d'hôpitaux. Nous avons les problèmes d'infrastructures, d'accès dans les quartiers, c'est-à-dire les routes dans les quartiers pour la mobilité, la connectivité, la circulation des populations. Nous avons également des problèmes d'accès à l'eau potable. Vous savez, il y a des quartiers entiers où c'est difficile de pouvoir desservir en eau potable. Donc nous avons également ces problèmes d'hygiène et de salubrité. Voilà un peu en grandeur nature les problèmes que nous rencontrons dans nos différents quartiers. Malgré le boycott de certains adversaires politiques durant ces élections municipales, le candidat RDPC à la mairie de Yaoundé 2 n'entend pas dormir sur ses lauriers. Sa devise, aller vers les populations afin de glaner le maximum d'électeurs. Le Bénin réforme le secteur de l'énergie pour améliorer le climat des affaires. Les petites et moyennes entreprises ou industries, PME, PMI vont bénéficier du raccordement gratuit à l'électricité. Cette mesure a été décidée le 30 janvier et concerne les entreprises dont les besoins de consommation sont compris entre 140 et 160 kVA. Reportage de notre correspondant Lefti Ounou. Classé 149e sur 190 économies évaluées dans le rapport annuel Doing Business 2020, publié le 24 octobre 2019, les résultats attendus pour le Bénin en raison des nombreuses réformes économiques opérées n'ont pas été effectifs. En vue de l'amélioration du climat des affaires dans le pays en 2020, plusieurs réformes ont été mises en œuvre, notamment dans le secteur énergétique. Entre autres mesures phares, l'accessibilité du raccordement à l'électricité des petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industries, PME, PMI, et la dématérialisation de la demande de raccordement. C'est de permettre à plus d'investisseurs, à plus de petites entreprises de s'installer. Et quand vous avez plus d'investisseurs, plus de petites entreprises qui sont installées, c'est l'économie qui prospère. Et quand c'est l'économie qui prospère, c'est la Direction générale des impôts qui récupère le plus d'impôts. Ce sont les jeunes qui sont désormais au travail. Auparavant, le devis de raccordement à l'électricité dont la capacité est comprise entre 140 et 160 kVA s'effectuait entre 33 et 53 millions de francs CFA. Désormais, le raccordement à l'électricité pour les PME et PMI qui sollicitent ces consommations est gratuit. Cette mesure est entièrement endossée par le gouvernement. Il y a beaucoup de gens qui travaillent actuellement, il y a beaucoup de sociétés qui sont à pied d'œuvre pour améliorer, pour construire des lignes, construire des postes.
mettre en place des compteurs pour les clients. Donc, au cours des 2 prochaines années, il y aura énormément d'investissements dans le pays. Les autorités béninoises estiment que la mesure n'impacterait pas les tarifs de consommation d'énergie. Il faut noter que selon le rapport Doing Business 2020, le Bénin a légèrement amélioré ses performances. Les scores obtenus ont varié selon le rapport, passant de 51,42 en 2019 à 52,4 points sur 100 pour le compte de 2020. Le conflit libyen perdure et ronge le secteur des hydrocarbures. Le pays a perdu 560 millions de dollars à cause de la suspension des exportations de pétrole. D'après la compagnie pétrolière nationale libyenne, les champs et les ports pétroliers sont bloqués par les forces de l'Est libyen. Les explications de Siamlo Victoria Sedji. C'est un coup dur pour le secteur pétrolier en Libye. La compagnie nationale de pétrole a déclaré des pertes de plus de 560 millions de dollars du fait d'une suspension des exportations. Suspension depuis la fermeture des champs et ports pétroliers dans l'est et le sud du pays par les forces loyales au maréchal Khalifa Haftar qui tentent de s'emparer de la capitale Tripoli. Monsieur Haftar est un militaire. Il n'a aucune connaissance de la gestion financière et de la gestion du budget de l'État dans l'intérêt et des Libyens et des Africains qui sont en Libye. Monsieur Haftar veut faire la guerre. Il veut le pouvoir, mais c'est un rêve lointain. Il ne l'aura jamais. Les attaques sur les champs pétroliers ont fait dégringoler la production à 320 000 barils par jour contre 1,2 million. La compagnie a déploré que le pétrole soit un moyen de pression politique. Si elle produisait plus d'1 million de barils par jour, la Libye disposerait de ressources pour relancer l'économie, selon les experts. Malheureusement, là, on constate que l'intérêt des pétroliers du Golfe, je répète, des pétroliers du Golfe, est de ne pas laisser la Libye mettre sur le marché les quantités de pétrole. Mais malheureusement, on ne devrait pas abandonner l'Afrique à ce triste sort. La situation devient de plus en plus chaotique alors que l'économie libyenne repose essentiellement sur le pétrole. Ces recettes représentent environ 70% du produit intérieur brut et plus de 90% des revenus de l'État. Également dans l'actualité, l'Afrique met en quarantaine la Chine pour éviter la propagation du coronavirus. L'Association internationale du transport aérien suit de près les développements liés à l'épidémie de coronavirus à Wuhan en Chine, qui a été décrétée le 30 janvier, urgence de santé publique de portée internationale par l'Organisation mondiale de la santé. Face à cette décision, plusieurs compagnies aériennes africaines qui desservent la Chine ont décidé de suspendre leurs liaisons, telles que Royal Air Maroc, Rwandair ou encore Kenya Airways. Seuls 2 transporteurs aériens africains ont choisi de maintenir leurs vols vers la Chine, Ethiopian Airlines et Air Algérie. Déjà 8 ans que le Mali est le théâtre de conflits et de déplacements en masse. De 2019 à 2020, le nombre de personnes déplacées a dépassé la barre des 100 000. Une crise sécuritaire à laquelle vient s'ajouter une insécurité alimentaire de fléau qui devrait toucher plus d'1 million de personnes au cours du premier semestre 2020. Siamlo Victoria Sedji. La situation humanitaire au Mali va continuer à se dégrader en raison de l'escalade de la violence. Les Nations Unies estiment le nombre de déplacés actuel à plus de 200 000 contre 80 000 en 2019. Pour y faire face, il faudrait mobiliser un financement de 390 millions de dollars. La conférence d'Addis Abeba a réaffirmé excellent déjà en 2015 de l'urgence humanitaire, alors que le programme alimentaire mondial déjà avait déjà interpellé notamment de ses capacités de stockage qui étaient très limitées. L'urgence aujourd'hui, ça organise une table ronde des bailleurs de fonds et notamment renforcer la collaboration avec les ONG locales pour que ces différents acteurs qui interviennent dans la gestion de la crise humanitaire dans le Nord puissent mobiliser suffisamment de fonds. D'après l'Organisation des Nations Unies, 1,2 million de personnes au Mali sont menacées par l'insécurité alimentaire d'ici à juin 2020. 70% d'entre elles vivent à Mopti, Tombouctou et Gao, des régions qui sont le théâtre de conflits armés violents permanents. Pour accompagner la stratégie gouvernementale, un plan de réponse humanitaire a été élaboré. Il devrait toucher 20% de la population.
L'évolution de la crise sécuritaire a fini alors par reléguer au second plan les questions humanitaires au Mali. Vous avez des questions humanitaires également au Niger, des questions humanitaires également au Burkina Faso, qui font qu'aujourd'hui, si la communauté internationale n'essaye pas d'établir une synergie d'action, il est évident que nous allons arriver à véritablement à une généralisation de cette crise humanitaire. Avec l'appui des autorités locales, l'ONU et ses partenaires ont secouru en 2019 près de 900 000 personnes, mais cela reste insuffisant. Le plan de réponse humanitaire doit encore mobiliser 365,6 millions de dollars dans un contexte de crise à répétition presque généralisée au Sahel. Le programme d'identification biométrique est retardé au Kenya. La haute cour du pays a décidé le 30 janvier de suspendre temporairement ce nouveau service national qui compte déjà 31 millions de personnes recensées sur les quelques 49 millions d'habitants que compte le pays. Mais la haute cour du Kenya veut s'assurer de la promulgation de lois pour protéger la sécurité des données et pour prévenir la discrimination des minorités. Le point avec Nathalie Mo. L'avenir du service d'identification biométrique du Kenya est disputé au tribunal. Risque d'exclusion pour les minorités, la décision de justice pour encadrer son application est attendue. En effet, des observateurs révèlent que contrairement aux autres, les Kenyans d'origine nubienne passent par 3 niveaux de vérification pour se faire identifier. Malgré ces étapes, ces populations voient souvent leur procédure rejetée, synonyme d'une perte de leur identité sociale. Il y a une angoisse identitaire qui contraste avec la montée en puissance des dispositifs de sécurité dans la plupart des États au monde aujourd'hui. Aujourd'hui, il est de notoriété que la globalisation n'est pas si globale que ça. Peuples émigrés du Soudan et d'Égypte, les Nubiens du Kenya manquent de documents officiels comme des actes de naissance nécessaires pour l'établissement de leur identité biométrique. La société civile locale plaide pour le respect des lois sur l'égalité pour tous en faveur des minorités pour l'acquisition d'une identité nationale. Il faudrait une volonté politique. Et en l'absence d'une volonté politique et d'un certain nombre de pressions de la communauté internationale, c'est des situations, c'est des démarches qui peuvent difficilement prospérer. Au Kenya, 31 millions de personnes sur une population visée de 40 millions ont été identifiées en 2019. Appelé Huduma Namba, le numéro d'identité numérique des Kenyans doit leur permettre d'accéder à divers services sociaux comme l'éducation, la santé ou encore l'acquisition d'une carte d'électeur. Dans le reste de l'actualité, le Congolais junior Ilunga Makabu est rentré dans l'histoire ce vendredi 31 janvier en devenant le premier champion du monde de boxe anglaise originaire de la République démocratique du Congo. Un exploit de taille réalisé devant son public à Kinshasa, 46 ans après le combat de boxe légendaire qui opposait Ali à Foreman et qui s'était tenu dans la même capitale. Junior Makabu a décroché la ceinture des poids lourds légers WBC en battant le Polonais Michal Sielak. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Restez sur Africa 24, l'information continue.